Donc voilà mon propos de ce soir. Je vais vous faire cette petite causerie sur effectivement la mémoire pour vous montrer un petit peu dans le prolongement d'hier qu'il n'y a pas seulement une mémoire, mais il y en a plusieurs, qu'il y a des pièges. Bien sûr, à l'heure de la médicalisation à outrance, de la stigmatisation, paradoxalement, tout le monde pense à la maladie d'Alzheimer et tout le monde est inquiet parce qu'on sait que les chiffres sont assez impressionnants. On pense qu'il y aura à peu près 13 000 personnes en 2040 à Genève avec une maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés, j'insiste sur les troubles apparentés, ce qui fait qu'il y a même un plan cantonal d'Alzheimer qui a été mis sur pied. Beaucoup d'entre vous ont des proches de la famille avec des problèmes cognitifs et pensez peut-être qu'ils ont une maladie d'Alzheimer. Et je vous ai montré ce que je vois même dans le métro à San Francisco quand je me promène. On en parle ouvertement. Mais en fait, la réalité, c'est ça. C'est le patient qui vous dit « j'oublie tout » ou bien le proche qui vous dit « il, elle oublie tout » et ensuite, est-ce que j'ai ou est-ce qu'il, elle, a la maladie d'Alzheimer? Alors cette maladie d'Alzheimer, elle a été décrite au XXe siècle par le docteur Alzheimer, qui ne lui a pas donné son nom, mais qui a décrit une malade en 1901, qu'il a rencontrée en 1901, qui n'avait pas 60 ans, qui était désorientée dans le temps et dans l'espace, qui ne se rappelait pas de sa vie antérieure, qui donnait des réponses à côté, qui était incohérente, qui disait « Oh mon Dieu, ich habe mich verloren », je me suis perdu. Et le docteur Alzheimer lui-même a appelé cette maladie la maladie de l'oubli. Quelques années plus tard, cette patiente est décédée, il a regardé son cerveau au microscope et il a relié ses difficultés cognitives de mémoire à des lésions cérébrales. Et il a appelé ça une maladie du cortex. Ça, c'était en 1907. Et on a pu découvrir récemment, en 2012, qu'elle avait en fait une forme rare, très rare, familiale de maladie d'Alzheimer, du sujet jeune, due à une mutation de la présélénine 1. Pour avoir cette maladie, il faut bien sûr des critères cliniques de difficulté de mémoire et d'autres fonctions cognitives, mais aussi des lésions intracérébrales, comme le docteur Alzheimer les a décrites, dont on connaît bien les lésions, qui sont des plaques séniles, que vous voyez ici, ou des dégénérescences neurofibrillaires. On connaît non seulement ces lésions, mais leur localisation, comme vous voyez, dans l'espace, dans le cerveau et dans le temps. Dans le temps, elles évoluent de gauche à droite, et dans l'espace, elles évoluent aussi. Comme vous le voyez là, cette dégénérescence neurofibrillaire va être limitée au circuit de la mémoire, en quelque sorte, pour ensuite se développer dans d'autres régions du cerveau. Et donc, le système hippocampique est précocement touché. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, les gens se plaignent d'un trouble de la mémoire, ils oublient ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé hier soir, qui ils ont vu. Ils se répètent, ils rabâchent. Ça irrite beaucoup les conjoints. Souvent, ils se rappellent mieux des souvenirs très anciens, alors que les souvenirs récents sont atteints. C'est donc ce qu'on appelle, comme on vous l'a dit hier, un trouble de la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes, qu'on appelle aussi la mémoire à long terme, la mémoire déclarative. On connaît assez bien les différentes phases qui sous-tendent cette mémoire. Il faut enregistrer, encoder, stocker et ensuite rappeler l'information ou la récupérer. Et tout ça, on le connaît depuis les années 50, grâce à un patient d'origine suisse, Henri Molaison, qui au Canada a souffert d'une épilepsie réfractaire au traitement et à qui on a enlevé ces fameuses régions de la mémoire temporale interne. Vous voyez ces trous dans le cerveau. On lui a enlevé ça et on a découvert qu'il avait un trouble de la mémoire massif, de la mémoire épisodique, qu'il n'arrive pas à enregistrer de nouveaux épisodes, de nouveaux faits, et qu'il oubliait son passé. Donc c'est encore une fois le système hippocampique. On peut cliniquement, avec des tests très simples, tester cette mémoire. Il s'agit de donner une liste de mots. Ensuite, on peut donner un indice catégoriel, c'est-à-dire donner la catégorie du mot, en quelque sorte aider le souvenir. Ensuite, on fait une épreuve interférente
On attend quelques minutes. Quelques minutes plus tard, on va demander de rappeler cette liste de mots. Si cette liste de mots n'est pas rappelée, on va donner les fameux indices. Et si le score est normal, la mémoire fonctionne. Si le score avec ces indices est en dessous de 4 sur 5, ou en dessous de 5 et est à 4 sur 5, cette mémoire ne fonctionne pas bien. Donc si je vous donne un exemple, si je vous donne 5 mots, ce n'est pas bien sûr les mots de la liste officielle, souris, pomme, guitare, manteau, armoire, je vous demande de lire ces mots, et ensuite avec la liste sous les yeux, je vous demande quel est l'animal, quel est le fruit, quel est l'instrument de musique, quel est le vêtement, quel est le meuble, vous allez me donner la réponse, et ensuite je vous demande de répéter la liste, après avoir retourné la feuille, quelques minutes d'épreuve interférente, et je vous redemande la fameuse liste. Et si vous n'arrivez pas, je vais vous dire quel était l'animal, etc. Et si vous normalisez cette performance, votre mémoire fonctionne quand même assez bien. Vous avez pu encoder et stocker. Et votre système hippocampique marche bien. Nous, on peut aller plus loin. Ce qu'on fait dans notre groupe, c'est encore mieux décortiquer ces processus de mémoire épisodique, avec une mémoire qu'on appelle la mémoire associative. Et ça, c'est une mémoire beaucoup plus que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Vous vous souvenez non seulement d'un événement, mais de 2 événements associés. Et on peut mesurer cette mémoire avec des expériences, comme vous le voyez ici. On vous présente des stimuli par paire. Et on regarde comment vous encodez ces stimuli dans une machine qui enregistre en quelque sorte l'activité neuronale. Et on peut faire ça chez des sujets normaux, et on peut faire ça chez des sujets qui ont un trouble de la mémoire significatif, important, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes là derrière. Et on voit que pendant cette phase d'encodage, eh bien, les régions ne sont pas les mêmes. Il y a des régions moins actives chez les sujets un petit peu malades que chez les sujets contrôle, où il y a des régions plus actives chez les sujets contrôle, comme vous le voyez ici. Des régions là, et là, en particulier, dans ce système hippocampique dont j'en parlais, dans l'encodage, les régions sont plus actives, c'est le sujet contrôle, que chez le sujet qui souffre d'un problème de mémoire débutant. Et on peut faire d'autres expériences pour étudier ce qui se passe après dans la phase de rappel. Et là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais là aussi, les réseaux neuronaux sont différents si on s'adresse à un sujet normal ou si on s'adresse à un sujet qui a ce problème de mémoire. Et vous voyez les différences au niveau du cerveau dans ces cartes plus bas là. Hein, vous voyez, ces régions-là sont plus actives en bas chez le sujet normal que c'est le sujet avec un problème de mémoire. Un autre problème de mémoire très fréquent dans la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire topographique. On est tous confrontés à ça. Quand vous vous baladez, vous devez reconnaître, vous devez savoir où vous êtes, reconnaître les différents endroits, les monuments, savoir où vous êtes. Vous devez accéder à votre mémoire des lieux et d'un itinéraire pour savoir où vous allez, où est ma destination, et vous devez avoir des stratégies pour y accéder. Donc vous voyez, là, il y a beaucoup de processus mnésiques dans cette navigation ou cette mémoire topographique. Et très souvent, les patients avec maladie d'Alzheimer ont des difficultés d'orientation topographique. D'abord dans les lieux non familiers. Qu'est-ce qu'ils font ? Bien, ils se retrouvent un peu comme ce monsieur. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils évitent les lieux inconnus. Ils vont restreindre leur périmètre de marche à des lieux très connus. Ou ils vont utiliser des aides externes, comme par exemple un de mes patients qui utilisait le GPS extrêmement bien, qui mettait son GPS et qui était autonome. Donc des stratégies compensatrices, c'est très important. Mais à un certain stade, malheureusement, même cette mémoire topographique des lieux familiers peut être touchée. Et là, dans notre groupe, on a essayé de regarder quels étaient les réseaux neuronaux qui sous-tendent cette mémoire de la familiarité topographique. Et vous voyez que c'est un vaste réseau distribué qui touche aussi 2 régions préférentielles, il y en a plein d'autres, mais 2 régions sur lesquelles je vais insister un tout petit peu, qui sont ces régions pariétales médianes ici,
Ça, c'est l'avant du cerveau, ça, c'est l'arrière, c'est la face médiane. Et cette région frontale ici. Donc voilà encore des régions distribuées dans le cerveau qui sous-tendent des processus de familiarité, de mémoire topographique. Mais il y a d'autres maladies de la mémoire, et c'est mon propos d'aujourd'hui. Cette patiente de 62 ans vient aux urgences, elle est désorientée dans le temps, elle est perplexe, elle est anxieuse, elle oublie. On doit tout lui répéter, et 2 minutes après, elle a oublié ce qu'on lui a dit. Elle repose les mêmes questions. Quand on lui fait notre fameux petit test de 5 mots, eh bien, après 5 minutes, on leur demande les 5 mots, elle est très mauvaise. Elle est à 2, même si on lui donne les indices. Donc son système hippocampique, sa mémoire épisodique ne marche pas. Par contre, sa mémoire des faits très anciens est conservée. Sa mémoire des connaissances générales, ce qu'elle a appris à l'école. Elle sait qu'un poisson a le sang froid, qu'un chameau, un dromadaire a 2 bosses ou une bosse. Ça, c'est conservé. Ce phénomène va durer quelques heures. Souvent, il y a un facteur déclenchant, un stress, une émotion. Cette patiente de 62 ans avait perdu son chat. Et ça revient. Ce n'est pas la maladie d'Alzheimer. Ça y ressemble, mais c'est court, ça dure quelques heures. C'est une affection qui est transitoire, qui est bénigne. En français, mauvais terme, ictus amnésique, ictus, accident vasculaire, non, amnésie globale transitoire. Ça n'a pas de lien avec la maladie d'Alzheimer, ça n'a pas de lien avec les accidents vasculaires. C'est pourtant extrêmement impressionnant pour le proche et pour le patient. Les mécanismes, on les connaît mal, on sait que c'est une sidération de notre fameux système hippocampique, et vous le voyez ici sur une coupe du cerveau, ce petit point blanc qui est dans le système hippocampique. On ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Il y a des hypothèses, mais il y a ces petits corrélats qui disparaissent après quelques jours. Et encore une fois, le système hippocampique. Il y a une amnésie récidivante qui peut ressembler à cette amnésie globale transitoire, c'est d'origine épileptique. Ce patient de 75 ans n'est pas connu pour un trouble de la mémoire, il n'est pas connu pour une maladie d'Alzheimer, il vient aux urgences pour exactement les mêmes raisons que la dame de tout à l'heure, il n'est pas perplexe, et puis souvent l'épisode est rapporté par un proche. Il est répété. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu 4, 5. Et lui, quand vous lui faites un enregistrement électroencéphalographique, vous voyez ces petites ondes. Hein, ça ne vous dit pas grand-chose, mais enfin, ce que vous voyez, c'est qu'il y a ici des petites ondes qui vont progresser, qui vont être beaucoup plus nettes, hein, qui correspondent à des décharges anormales. C'est une crise d'épilepsie. Et comme par hasard, dans la localisation temporale qui correspond à peu près au niveau de la clé USB qu'on a vue sur l'image, pas tout à fait, un peu plus en avant, mais qui correspond à notre fameux hippocampique. On a aussi une sidération de notre système qui n'est pas du tout l'Alzheimer, mais qui est due à une crise d'épilepsie. Et quelque chose qui est, somme toute, relativement bénin, parce que vous pouvez le traiter. Et puis il y a les pièges de troubles de la mémoire. Les gens viennent nous voir en nous disant « Ah, j'ai la maladie d'Alzheimer, j'ai des problèmes de mémoire. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'oublie tout, j'oublie les mots. » Parfois, les proches disent « Il ne comprend rien. » Mais très souvent, ils disent « J'oublie les mots, je ne sais pas. » Ils ont un problème, en fait, qui n'est pas véritablement de mémoire au sens mémoire épisodique. Ils ont un trouble de l'accès. Ils n'arrivent pas à récupérer cette information. Ou bien, ils n'ont plus le sens. Ils ont un problème qu'on appelle sémantique. Ils ont perdu le sens profond du mot. Ils sont perplexes, eux aussi. Et cet ancien universitaire de 62 ans de haut niveau, droitière, qui vient chez nous, qui est adressé pour des pertes de mémoire. En fait, elle a des difficultés pour retrouver les noms de personnes, des lieux bien connus. Elle a beaucoup de problèmes quand elle parle. Elle est perplexe face au mot gynécologue, face au mot protéine, elle ne sait plus ce que c'est. Face au mot géranium, elle dit c'est une fleur, mais elle n'a aucune idée comment c'est. Brigitte Bardot et Edith Piaf, elle n'a aucune idée qui c'est, alors que Brigitte Bardot, sa génération, connaissait qui c'était. Et quand on lui demande de dessiner une mouche, vous voyez à quoi ça ressemble. Elle n'a plus le concept, elle n'a plus l'image mentale de la mouche. Elle a perdu le sens profond de la mouche. Et ça, c'est une autre région du cerveau qui souffre. Ce n'est pas du tout notre région hippocampique, mais vous voyez cette région-là, qu'on appelle temporopolaire gauche, avec la flèche en jaune. Et on peut voir aussi un hypométabolisme, donc moins de métabolisme cérébral dans cette région. C'est ce que vous voyez en vert, dans toute cette région cérébrale qui est le pôle temporal gauche. Et puis, il y a la mémoire motrice dont on vous a parlé hier, très probablement. C'est acquérir des procédures motrices, jouer au tennis, passer un balai, conduire une voiture.
faire de l'ordinateur. Et moi, je donne souvent l'exemple de la porte, le code. On ne se souvient pas du code, mais on met la main sur le code, et on a une sorte de mémoire motrice, et on touche les bonnes touches. De nombreuses atteintes neurologiques touchent cette mémoire, mais pas la maladie d'Alzheimer. Un de mes patients, qui avait une maladie d'Alzheimer avec des troubles de mémoire avancés, mais donnait un coup de main dans un garage, il est tout à fait capable de se servir de la pompe, d'actionner le pistolet, etc., etc. Par contre, il était incapable de se rappeler ce qu'il avait fait une heure avant. Donc cette mémoire motrice procédurale était conservée. Et puis finalement, et je termine avec ça, il y a l'oubli à court terme qui est extrêmement fréquent. C'est les patients qui disent « je raccroche le téléphone et j'ai déjà oublié ce dont on a parlé » ou bien « je me dirige vers la cuisine pour y faire quelque chose et j'ai déjà oublié ce que je devais faire » ou encore « je lis un passage de roman et je ne sais plus ce que je viens de lire ». Si je fais quelque chose, je dois m'interrompre, même un court instant, j'ai du mal à savoir où j'en étais, etc., etc. Et ça, c'est un oubli à court terme, ce n'est pas la même mémoire. Il faut maintenir, il faut traiter temporairement une information pendant quelques secondes. C'est de la mémoire immédiate, de la mémoire à court terme aussi, qui est fortement liée à des processus attentionnels. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est un vaste réseau dans le cerveau qui est fronto-pariétal et sous-cortical. Et ce n'est pas le premier symptôme de la maladie d'Alzheimer, mais c'est extrêmement fréquent en consultation mémoire. Les gens qui disent « j'ai la maladie d'Alzheimer » et quand ce genre de difficulté. C'est une mémoire extrêmement sensible à l'anxiété, à la dépression, à trop de médicaments, trop de somnifères, trop de benzodiazépines, trop de morphine, trop de douleur. Donc voilà, j'ai essayé de vous convaincre. Comme hier, il n'y a pas qu'une mémoire, il y en a plein. Certes, trouble de la mémoire dans la maladie d'Alzheimer, oui, mais un type de mémoire. Je vous ai montré qu'il y avait d'autres maladies de la mémoire qui pouvaient toucher le système hippocampique. Il y a d'autres maladies de la mémoire qui touchent d'autres systèmes et d'autres réseaux neuronaux. Il y a des pièges. Je vous ai parlé de la maladie neurologique aux symptômes très gênants comme le trouble de la mémoire de travail, mais en quelque sorte bénin, dans la mesure où ce n'est pas une atteinte neurologique structurale. Donc je vous ai dit qu'il n'y a pas une mémoire, mais il y en a plusieurs. J'ai prononcé le terme de mémoire épisodique, topographique, sémantique, procédurale. Autrement dit, il y a plein de mémoires différentes, plein de réseaux différents, et que trouble de la mémoire n'est pas synonyme de maladie d'Alzheimer. Je veux remercier en premier les collaboratrices de mon groupe que vous voyez ici, Mitsuko Vanash, Valeria Kebetz et Marianne van der Meulen, qui est retournée à Luxembourg, ainsi que tous les autres collaborateurs du BBL, du groupe de Patrick Vuillemier, de la consultation mémoire, où je travaille aussi à temps partiel, le centre mémoire Lénars du CHUV, avec lequel on collabore, la neuroradiologie, la médecine nucléaire, sans lesquels je n'aurais pas pu vous présenter un grand nombre de ces images. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Frédéric Assal pour cette présentation. Donc on va passer maintenant à la deuxième présentation qui va porter sur les faux souvenirs. C'est Armin Schneider qui va nous parler de ce sujet. Armin Schneider est neurologue, médecin-chef et professeur en neurorééducation aux hôpitaux universitaires de Genève, à l'hôpital Beau-Séjour. Ses recherches portent en particulier sur les faux souvenirs et la confusion de la réalité après une atteinte cérébrale. Il a notamment écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « The Confabulating Mind, How the Brain Creates Reality ». Et je laisse tout de suite la parole à Armin Schneider. Merci beaucoup. J'ai une double tâche ce soir. La première est que je dois briser la confiance que vous avez tous en votre mémoire. Et comme vous verrez, ça sera chose facile. Deuxième tâche, c'est de vous montrer qu'il y a des situations où en principe on n'a pas assez de mémoire, mais que les souvenirs surviennent comme ça et il y a un chaos des souvenirs tels qu'une personne ne peut plus fonctionner normalement, telle qu'elle confond la réalité. Et ça, c'est évidemment quelque chose de pathologique dans le contexte des confabulations. Mais on va commencer avec la partie qui nous concerne tous. Je crois que nous pouvons tous admettre que, bon, peut-être on oublie de temps en temps quelque chose. Ça, vous n'avez pas de difficulté. Moi, je n'ai pas de difficulté. C'est même noble, après 50 ans, d'oublier de temps en temps quelque chose. Mais nous aurions plus de difficulté à accepter que si nous nous souvenons d'une situation, en réalité, ce n'est pas correct.
on ne se souvient pas correctement. Le souvenir, peut-être, il se réfère à quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Et ça peut nous arriver. Il y a eu beaucoup d'expériences assez élégantes. Ça, c'est juste une expérience qui montre que, de toute façon, on peut manipuler ce dont nous nous souvenons. L'expérience de Harris était de façon suivante. On a montré à des sujets sains, comme par exemple à vous tous, une vidéo, un film d'une certaine longueur. Quand les gens sont sortis du cinéma, on leur a posé une question ou l'autre. Une des questions pouvait être « How long was the movie ?» Combien de temps a duré ce long métrage? L'autre groupe a reçu la question « Combien de temps a duré ce court métrage ?» L'estimation était 30% plus longue pour la première question. Maintenant, ça c'est juste une estimation qu'on fait pour faire plaisir à l'autre. Le problème c'est que maintenant on enregistre évidemment sa réponse. Donc si on demande à ces personnes, les uns vont dire ça a duré 40 minutes, les autres vont dire c'est 30 minutes. C'est ce que ceux qui étaient là hier ont entendu que nos mémoires c'est une construction de quelque chose. Nous enregistrons un événement plusieurs fois, on le rappelle, on l'enregistre de nouveau, et chaque fois qu'on l'évoque, il y a à nouveau une couche. Et ici, par exemple, on y ajoute l'information qu'on a rappelée soi-même, donc les 40 ou les 30 minutes. Mais il y a eu d'autres expériences qui ont montré qu'on peut vraiment assez bien manipuler la mémoire de sujets sains. Ça, c'est une expérience légendaire d'Elizabeth Loftus, qui a de nouveau invité des sujets sains à regarder une série de diapositives. Ces diapositives montraient le trajet d'une voiture et à la fin, il y avait un accident. Alors, il y avait une diapositive après l'autre et à un moment donné, on a montré cette diapositive avec cette voiture qui attend là, et après, etc. À la fin, il y avait l'accident. Après cette série d'images, on a posé des questions à ce sujet, toute une série, qu'est-ce que vous avez vu ici et là, etc. Et une des questions était, est-ce que la Datsun rouge a été doublée lorsqu'elle attendait devant le feu? C'était le passage. Ok, maintenant je vous ai influencé même plus que dans l'expérience de Loftus. Le lendemain, on a invité ces sujets, on leur a montré des images et les sujets devaient juste dire laquelle ils avaient vue dans la série. Donc, laquelle est-ce que vous avez choisi? Dans cette situation, pardon? Très, très bien, oui. Alors, beaucoup plus de sujets qui ont reçu la question avec les CD de passage, pas tous, donc vous auriez échappé à cette influence, évidemment. Beaucoup plus de sujets ont choisi maintenant cette image, si en réalité, comme vous avez très bien vu, c'était l'autre image. Donc comme ça, on a introduit un élément dans le souvenir, et vous voyez, probablement les sujets n'avaient pas tout enregistré. Ça, c'est aussi un élément important. Mais on peut vraiment planter on peut même influencer la conviction qu'on a dans ces souvenirs. Une des expériences, c'est qu'on a montré une vidéo, maintenant je vous montre juste une image de cette vidéo, où il y a quelqu'un qui entre dans une maison, il y a quelqu'un qui court comme ça, voilà. Et après, les sujets apprennent, en fait, c'était un braquage. On vous invite à être témoin. La police a trouvé un suspect, il faut juste que vous confirmiez qui était le malfrat. Et on montre une ligne de personnes comme ça. Maintenant, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'en réalité, dans cette expérience, la personne de la vidéo n'est pas dans cette ligne. Et si vous forcez les personnes, si je vous demande de choisir la personne, 80% des personnes vont faire un choix, choisissent quelqu'un. Maintenant, ce qui est critique, c'est ce qui se passe après. Après, donc, la réponse que l'investigateur donne. À la moitié des personnes, on a dit, donc n'importe quel sujet ils ont choisi, on a dit ah, c'est faux, votre choix est faux. À l'autre moitié, on dit c'est juste, vous avez bien observé, c'est correct. Et ça a un effet énorme sur la conviction qu'on a. Les personnes qui, par exemple, si on demande aux personnes est-ce que vous seriez d'accord avec
sur la base de ce que vous avez vu, d'aller témoigner demain au tribunal. Ceux qui ont reçu la confirmation sont beaucoup plus volontaires d'aller témoigner. Mais après, ce qu'ils disent devant le juge varie aussi selon la réponse qu'ils ont eue. Ceux qui ont reçu cette réponse, non, c'était faux, ont plutôt dit, ah, je ne suis pas sûr, en fait, je n'ai pas eu une bonne vue. Les autres, ceux qui ont reçu la confirmation, vont dire, je suis sûr, c'était lui. Et ils vont même un peu augmenter la conviction sur leur capacité. Il y a même des gens qui ont dit, en fait, j'ai un don particulier à bien observer des situations difficiles. En réalité, on sait que ni expérience professionnelle, ni intelligence aident pour voir ce qui est critique dans une telle situation aiguë. Mais ils vont même dire ça. Et cette inflation de sa conviction était particulièrement marquée chez les sujets qui, au début, étaient particulièrement peu sûrs. N'est-ce pas? Donc, vous voyez les difficultés d'un juge. Donc, le fait que quelqu'un est devant le juge et jure, je suis absolument sûr, malheureusement, ce n'est pas une garantie que c'est vraiment correct. Mais on peut aller un peu plus loin. Il y a une autre expérience, de nouveau, de Loftus, que je trouve magnifique. On peut vraiment implanter des souvenirs d'événements qui n'ont jamais eu lieu. Là, il a de nouveau demandé des sujets sains de venir à cette expérience et on a demandé aux membres de famille de ces sujets qu'ils racontent quelques événements de l'enfance de la personne. Donc, par exemple, on était en Italie en vacances, etc., qu'on donne des détails. Alors, dans l'expérience, les sujets ont reçu la description de plusieurs événements, de 3 événements qui ont vraiment eu lieu, et la description d'un 4e événement qui était complètement inventé. Donc, vous aviez 5 ans, vous étiez avec votre mère au supermarché, vous êtes perdu, un gentil monsieur vous a trouvé, etc. Donc, on raconte toute une histoire. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement? Et bien sûr, la plupart des gens ont dit « je ne me souviens pas ». 2 semaines après, on a reconvoqué ces sujets, on leur donné toute une liste d'événements de leur enfance et on a demandé lesquels est-ce que vous avez vraiment vécu. Et voilà, vous connaissez déjà la réponse. 25% des sujets, donc 1 sur 4, ont pensé qu'ils avaient vraiment vécu cette situation. Donc on a pu implanter une mémoire qui est complètement inventée, n'est-ce pas? Alors, ça marche partout. Si vous voulez manipuler les autres, d'ailleurs, je peux vous donner un conseil. Ça joue particulièrement bien avec des images. Il y a une autre expérience où on a montré montgolfière et on a juste fabriqué une image où on se voit à 5 ans. Et avec ça, vous pouvez très très bien implanter des faux souvenirs. Donc, utilisez des images juste pour retenir ce message. Donc, vous voyez, c'est possible d'implanter des faux souvenirs plus de manipuler la conviction qu'un sujet a. Donc, la mémoire, en résumé, pour cette partie, la mémoire saine est associative et constructive. Nos souvenirs ne sont pas photographiques, c'est toujours une construction et qui est influencée par le contexte. La mémoire saine peut être manipulée lors du rappel des souvenirs, comme je vous ai montré au début. Donc, si quelqu'un vous demande demain comment était cette ennuyeuse conférence ou cette magnifique conférence, ne vous laissez pas manipuler. La mémoire saine peut intégrer des éléments fictifs dans un souvenir ou peut même être amené à intégrer des souvenirs purement fictifs, comme je vous ai montré. Maintenant, il y a 2 conditions, donc si vous voulez manipuler, faites attention à ça aussi. Bien sûr, ça fonctionne beaucoup mieux avec un souvenir qui est d'emblée faible ou qui s'est affaibli avec le temps. Si quelqu'un a vraiment un souvenir très fort, quelque chose de très bien enregistré, c'est beaucoup plus difficile de manipuler un tel enregistrement. Et deuxièmement, ça doit être plausible. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'implanter quelque chose qui est complètement farfelu, qui n'est pas possible. Donc, il y a ces restrictions, mais à partir de là, vous avez toute la liberté de vous manipuler mutuellement. Maintenant, dans cette situation, vous voyez qu'on peut avoir une fausse idée de son passé, une fausse idée de ce qu'on a vraiment vécu.
Par contre, ce qui ne nous arrive pas normalement, c'est qu'on confond carrément la réalité, qu'on pense qu'on est à tout un autre endroit, qu'on a telle et telle mission, si en fait c'est complètement inventé. Et ça existe aussi. Mais le sujet saint ne va pas confondre la réalité qui est en cours, typiquement. Sauf qu'il y a quelques exceptions. Maintenant, nous voyons des patients de temps en temps cliniques qui ont des lésions cérébrales et qui confondent ces réalités. Je vais vous montrer, et ça c'est le sujet de notre recherche depuis pas mal d'années maintenant. Et ça peut être très dramatique. Ça c'est une patiente, je vais vous montrer une vidéo, une discussion avec une patiente qui a eu une juriste de 38 ans qui a la malchance d'avoir une inflammation du cerveau, qui a touché les régions que le docteur Assal a montré, plus une partie antérieure du cerveau. Elle a une amnésie épouvantable, elle n'enregistre rien. Si vous êtes avec elle 1 heure, vous la voyez 5 minutes après, elle ne vous reconnaît pas. Donc elle est une amnésie qui est très très sévère, mais elle n'en est pas du tout consciente. Elle pense en principe qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Ça c'est une discussion quand on était dans sa chambre. Et, voilà, écoutez la discussion. Vous me connaissez? Je crois qu'on ne s'est jamais vu encore. On s'est jamais vu. Enfin, on s'est vu, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Ni l'un contre l'autre. Vous avez une idée pourquoi on est ici, dans cette chambre? Moi, oui, parce que j'ai une cliente. Mais on en reparlera devant le juge. Enfin, il faut tout rediscuter les statuts des deux, enfin, ce qu'ils veulent, voir. Je crois qu'ils veulent rester ensemble. Oui. C'est une procédure de divorce, mais ils veulent rester ensemble. Enfin, je crois. Ça, c'est à quel endroit ici? Ça s'appelle comment? On est au tribunal ici. Vous connaissez ma profession? Vous êtes juriste? Enfin, avocat? Juge? Je porte une blouse blanche. Juge. Vous pensez que je suis juge? Je ne sais pas, c'est marqué médecin-chef de service. C'est marqué sur votre... Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'êtes pas juge alors? Professeur, oui. C'est plutôt le côté scientifique que vous regardez, la qualité, ma qualité de père. Voilà, on peut juste appeler ça confabulation en anglais ou fabulation en français. Donc elle produit des souvenirs de choses qui n'ont pas eu lieu. Et elle a une conviction sur la réalité, sur ses devoirs qui émane de son passé, mais qui ne devrait jamais diriger son comportement maintenant. C'est une personne d'ailleurs qui est une très haute intelligence, qui a juste la mémoire qui est très perturbée. Donc il faut voir cette situation. Et pendant des semaines, elle était convaincue qu'elle devait vraiment faire ça. Un super stress. Elle s'est levée la nuit pour chercher son collègue, pour chercher ses fichiers, parce qu'elle savait que demain matin, elle était attendue au tribunal. Et bien sûr, elle ne trouvait jamais ses dossiers. Donc le double stress. Toute la nuit, elle a cherché les dossiers dans sa conscience professionnelle. Et ça a duré pendant des semaines, voire plusieurs mois dans ce cas. Donc ça, c'est ce que nous appelons confabulation spontanée. Donc c'est une forme spéciale où il y a carrément une confusion de la réalité. Vous voyez, une des caractéristiques, c'est que le comportement est dirigé par une habitude, mais qui date d'avant. Des fois, ça peut être... une habitude qu'on avait il y a 20 ans, voire plus longtemps. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait mesurer ça? Cette intrusion de souvenirs ou fraction de souvenirs du passé dans la perception de la réalité. Nous avons utilisé pendant beaucoup de nos études ce type d'expérience. D'abord, nous avons voulu tester est-ce que les gens peuvent retenir des informations ou pas. Donc on montre, test tout simple, on voit une longue série, 120 images, et il faut juste dire si une image se répète. Donc non, je n'ai pas vu, non, oui, j'ai vu cette image, etc. C'est un test qui est très simple, qui ne demande pas beaucoup de concentration, et même des personnes avec lésions cérébrales peuvent typiquement faire ce test. Et on a vu ces patients des difficultés, mais d'autres qui ont une amnésie ont autant de difficultés. Donc rien de spécial. Après 30-40 minutes, on a répété l'expérience, précisément les mêmes images, et on a demandé aux personnes, dites si une image se répète, mais seulement dans le passage en cours. Donc, non, même si on se souvient de cette image du premier passage, non, oui, j'ai vu cette image maintenant. Donc, juste
est-ce que vous avez vu l'image dans la réalité qui est maintenant en cours? Ça serait la traduction. L'idée, c'était que si le problème de ces patients est qu'ils ne peuvent pas adapter ou améliorer ou enregistrer ce qui se passe, donc ils ne peuvent pas mettre leur mémoire à jour, à ce moment-là, ils devraient avoir des difficultés à reconnaître les images. Si vous ne pouvez pas enregistrer ici, vous ne pouvez pas reconnaître là. Si par contre le problème de ces patients est le contraire, c'est-à-dire que si une mémoire est activée, cette mémoire domine trop la pensée, il devrait avoir cette difficulté, il devrait trop souvent penser « oui, je viens de voir cette image », et en réalité, c'est une familiarité qui date d'il y a demi-heure ou 1 heure, selon l'expérience. Et le résultat était tout à fait clair. C'est là que les patients ont échoué. Ils ont eu, à partir du deuxième passage, ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, beaucoup de réponses « oui, j'ai vu », si en fait, c'était dans la réalité d'il y a 1 heure. Et on va reprendre ces images. Ça, c'est le type de stimulus sur lequel, vous voyez, les patients ont échoué. On va après voir comment le cerveau sain va gérer ce type d'information. Vous verrez les traces noires et là, vous reconnaîtrez ce type d'image. Donc, ça signifie que pour savoir qu'on est maintenant à Genève, que c'est tel et tel jour, que c'est telle et telle date, etc., c'est beaucoup plus une capacité d'exclure ce qui n'est pas vrai que d'enregistrer mardi soir, Genève, etc. Alors, et si on regarde les lésions qui sont responsables de ça, là, vous voyez des images, une superposition d'images qui montrent où les patients ont leurs lésions. La lésion peut être un accident vasculaire, ça peut être un traumatisme, ça peut être une inflammation. Peu importe le type de lésion, ça c'est juste où ils ont la lésion. Ça, c'est les patients qui sont juste mauvais, qui ont des difficultés avec la tâche, mais qui ne confondent pas la réalité. Et vous voyez que leurs lésions se superposent, en particulier dans cette région hippocampique, c'est la région dont Dr Assal a parlé, mais ça peut aussi être des lésions corticales. Donc ça signifie que ces régions sont importantes pour stocker des informations, mais apparemment, elles n'ont rien à voir avec le maintien de la réalité. Toute autre lésion, chez des patients comme celle que je vous ai montrée, eux, ils ont des lésions qui se superposent maintenant, en particulier dans cette région qu'on appelle orbitofrontale, c'est juste en dessus des yeux. Là seraient les yeux. Donc juste en dessus, cette région est apparemment critique. Et ça nous permet déjà maintenant de dire comment la région hippocampique et la région orbitofrontale se répartissent la tâche d'utilisation de la mémoire. On sait qu'on utilise cette région, on a besoin de cette région pour encoder des informations, enregistrer des informations de façon fiable, durable. On sait aussi qu'après le temps, après quelques années, l'information devient plus ou moins indépendante de cette région. Donc c'est le cortex qui fait ce qu'il veut avec ces informations. Mais à tout moment, cette région-là, région orbitofrontale et les connexions assurent que la mémoire qui est en train de s'activer ou la pensée qui est en train de s'activer, est-ce qu'elle est en contact avec la réalité ou est-ce que c'est juste une fantaisie? Et on a utilisé le type de tâche que vous avez vu avec des sujets sains maintenant, qui avaient des électrodes collées sur le crâne, et on a mesuré les potentiels en dessus. Et ce que vous voyez là, c'est une électrode qui est ici, et ça, c'est les traces électriques ici dessus. Ça, c'est première demi-seconde à peu près après la présentation des stimuli de ce type d'imagerie. Les rouges, c'est des images qui sont répétées, les verts sont les nouveaux. Et vous voyez qu'il y a, là, il n'y a pas une différence entre les deux. Vous voyez qu'il y a une différence nette entre 400 et 600 millisecondes entre ces deux stimuli. Donc il paraît que c'est après 4 à 600 millisecondes que le cerveau distingue entre quelque chose de nouveau et répété. Donc c'est là où nous reconnaissons notre propre mémoire qui est en train de s'activer. Deuxième passage, toute autre chose. Vous voyez, là, il n'y a pas de différence. Maintenant, il y a une différence ici, à 200 à 300 millisecondes. Donc c'est plutôt frontal. Vous voyez ce que je vous ai annoncé avant comme la trace noire, qui est très différent du reste. Donc, pour gérer les stimuli que les patients ne peuvent pas gérer, on a cette trace. Donc ça signifie que ce filtrage des souvenirs par rapport à la réalité se passe à 200 à 300 millisecondes. En d'autres termes, avant même que nous nous rendions compte du contenu de nos pensées, de nos souvenirs,
cette région-là, devant, a déjà décidé si le souvenir qui est en train de s'activer se réfère au présent ou pas. Donc aucune possibilité d'influencer notre perception de la réalité consciemment. Maintenant, à Genève, nous avons l'équipe de professeur Michel qui a développé des méthodes pour calculer avec les 128 électrodes où l'activité cérébrale est vraiment. Et là, vous voyez les traces de nouveau. Donc l'intérêt maintenant de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment en termes d'activation du cerveau dans cette période. Et si on regarde ça, on va ces 3 étapes. Donc ici, après ici et après ici. Vous voyez que là, il n'y a pas une différence. Ça, c'est la région hippocampique de nouveau. Là, orbite frontale, ça commence ici. Pas de grande différence. Ce qui distingue ces différentes étapes, c'est l'étendue de l'activation du cortex, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe maintenant précisément dans cette période? Et on a vu, quand ces traces, les noirs font juste, restent plus haut, en fait, ils loupent cette étape. En d'autres termes, les stimuli qui ne se réfèrent pas au présent, fantaisie, fiction, sont associés à une inhibition transitoire, 200 à 300 millisecondes d'une synchronisation étendue au cortex. Et probablement c'est ça qui distingue entre fantaisie et réalité dans notre pensée. Maintenant, quel est le mécanisme de base de ça? Ça, c'est difficile à décider. On a quelques idées si on pense de nouveau à cette patiente. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas adapter son comportement? Si vous pensez de nouveau à cette vidéo, elle est incapable d'intégrer l'absence d'événements anticipés dans son concept de la réalité. Elle pense qu'elle trouve son collègue, elle pense qu'elle trouve ses fiches, ses dossiers pour la préparation du tribunal, mais elle ne trouve jamais son collègue, elle ne trouve jamais son dossier, et elle persiste dans la conviction qu'elle doit aller au tribunal. Donc elle a des idées, mais elle ne peut jamais intégrer le fait qu'aucune idée devient une réalité. Donc c'est ce qu'on appelle dans l'expérimentation animale un défaut de l'extinction, qui est la capacité d'apprendre qu'une anticipation auparavant valable n'est plus valable. Elle persiste dans l'idée qu'elle doit aller au tribunal, même s'il n'y a aucune confirmation de ça, et ça pendant des mois. Maintenant, on sait que cette région que je vous ai montrée, qui est laissée chez ces personnes, on a trouvé chez les animaux que dans cette région, il y a des neurones qui déchargent seulement si une récompense qui est attendue par l'animal n'apparaît pas. Donc, c'est des neurones qui indiquent au cerveau, eh bien, c'est plus valable, tu ne recevras pas cette récompense. Et nous avons fait beaucoup de tests, différentes expériences avec des sujets sains. Nous avons vu dans des tests d'anticipation, de feedback, qu'il y a une activation là-bas. Mais évidemment, il faut l'expérience clinique, et ça, c'était l'expérience que nous avons faite, de nouveau avec des personnes qui ont des troubles de la mémoire. Les uns confondent les réalités, l'autre ne confondent pas. La tâche était toute simple. Vous devez dire quel visage aura un rond sur le nez. Et on leur a dit, une fois que vous avez choisi le bon visage, le rond apparaît toujours sur le même. De temps en temps, c'est plus vrai, il n'apparaîtra plus, donc après vous devez changer. Et l'idée, c'était que si ces patients ont des difficultés à apprendre une association, eh bien, ils devraient avoir des difficultés, ils devraient toujours switcher. Si par contre leur problème est qu'ils ne peuvent vraiment pas abandonner une idée, donc ça c'est l'hypothèse maintenant, ils devraient rester sur le même visage, même si le rond n'apparaît plus. Et le résultat, c'est clair. Mais je vous montre l'expérience, donc je vais faire pour vous, moi je crois que ça doit être le monsieur à gauche, et comme par hasard j'ai raison, n'est-ce pas? Donc c'est correct. Maintenant il y aura plusieurs essais, une fois à droite, à gauche, toujours sur ce visage. Après 5 ou 6 essais, montrer de nouveau. Maintenant je sais que ça doit être le monsieur à gauche, n'est-ce pas? Et rien ne se passe. Ce qui est maintenant l'indice, la prochaine fois ça a changé. Et l'hypothèse était que les patients ne peuvent pas faire ça. Et en fait, le résultat était nouveau, très clair. Les patients ont continué à choisir le visage qui avait ce outcome, ce résultat avant. Donc les patients confabulateurs continuent à choisir le visage, ce visage, et ne peuvent pas abandonner cette anticipation incorrecte. Et cette capacité de faire ce switch est fortement liée à la capacité de savoir où on est, quel est mon rôle maintenant, c'est quel jour, etc. Donc en résumé,
Donc ça, c'est le modèle qu'on a. L'idée, c'est qu'une pensée peut s'activer. Après 200 à 300 millisecondes, ça passe par ce filtre. Si ce n'est pas réalité, c'est ce signal d'extinction que je vous ai montré, qui n'a pas fonctionné chez ces patients. Et à partir de là, nos souvenirs sont dans le format réalité ou fantaisie au moment où nous nous rendons compte de leur contenu. Donc ça explique aussi que si c'est nouveau enregistré, nous saurons demain si nous avons pensé quelque chose ou si nous avons vraiment vécu quelque chose aujourd'hui, parce qu'au moment que nous avons enregistré ces souvenirs, c'était dans ce format réalité ou fantaisie. Chez nos patients, c'est ça qui se passe. La mémoire s'active, évoquée par n'importe quoi. Après 200-300 millisecondes, il n'y a pas de filtre. Tout passe comme si c'était réalité et tout est dans le format réalité. Ça explique par exemple qu'un tel patient peut vous promettre, oui, je reconnais que je suis patient, je reste à l'unité 5 minutes. Après, il pense qu'il doit partir. Parce que la prochaine association est nouveau réalité pour le patient. En résumé, la mémoire saine donc, est dynamique et associative et par là susceptible de faux souvenirs. Et les faux souvenirs fictifs peuvent être tenus avec la même conviction que les vrais souvenirs. Une confusion de la réalité, comme la forme que je vous ai montrée, il y a d'autres, par exemple dans la schizophrénie ou dans l'état confusionnel, mais cette confusion de la réalité nécessite une lésion cérébrale qui implique cette région en dessus des yeux, la région orbitofrontale postérieure. Le sens de la réalité, par contre, dépend d'un mécanisme précoce, 200-300 millisecondes, qui implique cette région orbitofrontale et qui filtre les pensées en fonction de leur rapport avec la réalité en cours. Et le mécanisme de base est un mécanisme qui a été montré dans l'évolution depuis très longtemps, qui est l'extinction. Et je remercie mes collaborateurs qui ont fait ces études et qui font les études qui sont maintenant en cours. Et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. Ça va? Est-ce qu'on a fait transplantation de cerveau? Est-ce que c'est possible encore? Vous êtes là au fond. Malheureusement, à ce jour, ce n'est même pas possible de vraiment réparer le cerveau. Si le cerveau a un trou après un accident vasculaire, etc., ce trou ne va pas se remplir avec du tissu neuronal. Ça, c'est un des grands problèmes de la médecine encore. Et les transplantations n'ont vraiment pas encore été essayées. Oui, bonjour. Donc moi j'ai une formation un peu quand même dans la psychologie. Le problème avec le problème avec la médicalisation à outrance de tous ces disons ces pathologies, après cette juriste, elle devient quoi si avec sa mémoire? Parce qu'on rentre toujours dans des modèles assez fermés, ce qui est pathologique, pas pathologique dans une société, puis ces gens, ils deviennent quoi après? Ils prennent la I, ils se font exclure, parce que ça peut aller très loin, quoi, cette étude des facultés mentales. Là. Oui, c'est une situation qui est un énorme stress pour ces patients, parce qu'ils vivent carrément dans une fausse réalité, toujours en conflit avec la réalité, et un énorme stress pour la famille et pour l'équipe des soignants. Maintenant, nous avons vu que nous avons suivi ces patients, la plupart de ces patients, la grande majorité, je pourrais dire, retrouvent un jour la réalité, mais ça peut, selon la lésion, ça peut prendre 2 semaines, mais on avait une patiente qui a duré 18 mois, et quasiment d'une semaine à l'autre, elle a retrouvé la réalité. Typiquement, elle reste par contre avec un trouble à la mémoire, une amnésie sévère, mais on peut vivre de façon indépendante, plus ou moins indépendante, avec une amnésie. Par contre, avec la confusion de la réalité, on a certainement besoin d'un soutien. Mais comment ça évolue dépend d'abord de où la lésion se trouve précisément et deuxièmement, bien sûr, de la pathologie. C'est une maladie d'Alzheimer ou une maladie progressive. Malheureusement, là, on ne peut pas récupérer. Si c'est un traumatisme, c'est l'évolution que je vous ai dit, que typiquement on retrouve un jour la réalité.
Ouais, il y a une question là-haut. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si un choc émotionnel, un traumatisme émotionnel peut provoquer des lésions cérébrales ou c'est seulement des amnésies provisoires. A priori, non. Mais par contre, il y a toute une cohorte de troubles de la mémoire, effectivement, qui peuvent être secondaires à un choc émotionnel. Principalement des amnésies du passé, qui sont lacunaires. Ça peut même aller jusqu'à l'amnésie d'identité complète. Et ça a été décrit, il y a pas mal de cas. Mais des lésions cérébrales, à ce jour, on n'en a pas identifié. C'est plutôt des sidérations des circuits. Il y a certaines hypothèses liées au stress, mais pas de lésions cérébrales. Alors, c'est pas durable, ça peut l'être, c'est complexe, ça va dépendre de l'environnement du patient, de son passé, de sa prise en charge. Ça peut être ça peut être durable, mais souvent, ça peut effectivement régresser et si c'est bien pris en charge. Il y a une question tout en haut là. Oui, bonsoir. Votre collègue hier nous a parlé des différents types de mémoire et vous nous avez parlé des faux souvenirs. J'aimerais que vous nous expliquiez le fonctionnement du syndrome du déjà-vu qu'on a tous expérimenté. Et ça se passe comment en fait? C'est dû à quoi? C'est autre chose. Il faut dire. Le déjà-vu, ça nous connaissons tous, c'est le sentiment si on va à une situation qu'on a déjà vécu précisément la même situation. Et là, c'est un peu le contraire, la mémoire. À une perception s'ajoute un sentiment de familiarité qui est inapproprié. Et d'après les études qu'on connaît jusqu'à présent, c'est même en principe des circuits qui normalement représentent la mémoire entre la région qui était mentionnée avant, cette région de l'hippocampe, et la partie latérale du cortex qui commence à décharger automatiquement et qui donne ce faux sentiment. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent chez les patients avec certains types d'épilepsie. Donc ce n'est pas la même chose que là, et ça dissocie vraiment. Il y a une question là, madame. Bonsoir. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe chez le patient schizophrène ou dans le trouble psychotique. Pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion de la réalité chez ces personnes-là? Très difficile cette question. En fait, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. Probablement, il y a différentes manifestations. On sait qu'il y a quelques fibres qui sont trop fortes et qui expliquent les hallucinations. Mais la confusion de la réalité qu'on peut voir dans la psychose, là, il y a eu une équipe australienne qui a fait ce type d'expérience, qui a trouvé que ces patients ont aussi des difficultés, mais en fait, nous avons maintenant une étude en cours où on teste précisément ça chez des patients qui ont ce type de problème. Bonjour, moi je voulais savoir si au niveau des patients schizophrènes et aussi atteints de la maladie d'Alzheimer, il y avait des facteurs déclenchants précis. J'ai eu des difficultés à vous comprendre. Pour les schizophrènes et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants précis? Il y a toujours ces composantes qui étaient mentionnées, c'est le facteur génétique qui influence. Il y a une gène par exemple qui influence la façon comment le corps gère le cholestérol par exemple. Et donc ça c'est un élément, c'est une disposition personnelle. Et après pour maladie d'Alzheimer, tu veux peut-être répondre, mais l'état d'avant du cerveau est très important. Tu veux expliquer? Écoutez, le sport vous protège. Bon, c'était deux maladies très différentes, qui sont des syndromes d'abord, probablement, pas des maladies. Et ensuite, c'est des réseaux neuronaux très différents, mais toutes les maladies qu'on rencontre sont en rapport avec une prédisposition génétique et l'environnement, et l'interaction entre les deux. L'environnement et l'épigénétique,
ça va moduler ces maladies-là. Donc c'est une interaction entre les gènes et l'environnement qui vont provoquer ces maladies, mais c'est deux maladies très très différentes. Donc on ne peut pas comparer la schizophrénie et la maladie d'Alzheimer. Clairement, des personnes qui ont eu des traumatismes, par exemple, n'est-ce pas, ont un risque augmenté d'avoir une manifestation d'une maladie, peut-être pas la réserve, parce que la réserve est plus petite. Une question là, oui. Bonsoir. Juste pour la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il y a un mode de vie spécifique qui pourrait être une cause de la maladie d'Alzheimer? Enfin, un mode de vie, si vous voyez ce que je veux dire, un mode de vie ou quelque chose récurrent. Alors, on connaît plein de facteurs qui peuvent favoriser, c'est des études qui sont sujettes à discussion parce que c'est des associations, c'est des grandes études épidémiologiques, et il y a souvent des questions de statistiques et des biais énormes, mais on sait qu'il y a des facteurs qui peuvent favoriser comme il y a des facteurs qui peuvent protéger en quelque sorte. Alors on aime mieux parler des facteurs qui protègent, non? On pense que c'est faire de l'exercice, manger une diète méditerranéenne, de l'huile d'olive, du poisson, garder une stimulation intellectuelle riche, sociale riche, et puis des facteurs qui peuvent accentuer, en tout cas favoriser au développement, on a parlé beaucoup de l'anxiété, hein, certaines dépressions qui peuvent durer, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent favoriser dans l'environnement, qui peuvent favoriser l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Okay. Et juste encore, au tout début, vous avez dit que 13 000 personnes seront atteintes d'Alzheimer à Genève en 2040. Oui, c'est des projections. Bien. Voilà, mais ça veut dire qu'il y aura plus de personnes atteintes d'Alzheimer, il y aura une progression, une propagation d'Alzheimer ou... Il y a plus de monde tout simplement parce que la part des gens âgés dans cette ville va augmenter. Ok. Tout simplement, donc c'est pas un phénomène qui... Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais... Non, ça n'augmente pas. Okay. Il y a même certaines études qui montrent que ça diminue un petit peu, un tout petit peu, mais la masse, le pourcentage de personnes de plus de 60 ans et surtout de plus de 80 ans va considérablement augmenter dans cette ville et dans tous les pays occidentaux. D'accord. Ce qui explique l'augmentation. Oui, bonsoir. Alors, même si nous savons que les personnes qui ont des pathologies type dédoublement de la personnalité, schizophrénique, etc., ont une prédisposition génétique, on sait également qu'un individu normal, et par exemple, suite à quelque chose, à une émotion, suite à je ne sais pas, va justement, cette maladie va s'enclencher à 25, 26, 27 ans. Voilà, elle est schizophrène, par exemple. Bien qu'on sait qu'également il y a un panel dans ce type de maladie. Si la maladie se déclenche à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, tiens, elle se pointe, elle est là, est-ce qu'elle peut un jour partir comme ça à un moment donné aussi? Ou est-ce que lorsqu'on a une maladie type schizophrénique, ou bipolaire, voilà c'est le mot que je cherchais, est-ce qu'elle peut partir comme ça aussi? Si j'ai bien compris, votre question est si on a une de ces maladies, est-ce qu'elle va toujours rester la même ou est-ce qu'elle peut varier? C'est ça. Alors varier, ça je sais qu'elle peut varier, mais est-ce qu'elle va disparaître? Disparaître, c'est ça oui. La question. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de maladies qui évoluent dans la vie. Par exemple, une dépression peut être présente à un moment et disparaître après. Le contraire se passe évidemment aussi. Pour la schizophrénie, c'est moins évident, mais là, on a aujourd'hui des thérapies très efficaces qui n'existaient pas il y a 50 ans et qui ont complètement changé la vie de beaucoup de ces patients, malheureusement pas de tous, mais c'est ça qui fait une grande différence. Et type bipolaire, ça peut être la même chose également? Ça peut être la même chose, oui. Bon, là, il y a aussi la possibilité que ça s'améliore avec la vie. Ouais. D'accord, merci. Bonjour, j'aimerais savoir si on peut avoir des faux souvenirs sous hypnose. Certainement, oui. Oui, là, il y a une longue littérature. C'était des scandales aux États-Unis où on a dans l'hypnose implantée à des jeunes personnes des idées d'abus sexuels. Et ça allait jusqu'au tribunal, donc les gens étaient vraiment convaincus. Non, c'est une excellente méthode. C'est un peu entre sommeil et éveil, où aussi la pensée n'est pas complètement contrôlée. Et ça, c'est une situation idéale pour
implanter quelque chose qui ne tient pas. Ouais. Une question tout au fond. Oui. Votre collègue hier soir nous a raconté qu'il avait eu un accident, qu'il était tombé dans le coma et qu'il avait eu une amnésie complète. Il nous a dit qu'il avait perdu la mémoire un certain temps, mais qu'après ce temps, sa mémoire était revenue. Je prends l'exemple d'un angiome caverneux. Est-ce qu'il peut y avoir une même évolution ou est-ce que c'est très différent? D'abord, vous avez parlé de traumatisme, ce serait évidemment un peu différent. Pour cette malformation, cet hémangiome dont vous parlez, ça dépend complètement où ça se trouve dans le cerveau. Ça peut faire un trouble, une hémiplégie, ou ça peut faire un trouble de la mémoire. Ça dépend où ça se trouve. Si c'est une des régions que nous avons tous les deux mentionnées, on risque un trouble de la mémoire. Mais pour toutes ces atteintes aiguës, traumatisme, accident vasculaire, etc., typiquement, le dysfonctionnement du cerveau dans la phase aiguë est plus vaste que ce qu'on aura à la fin. Il y a toujours une certaine récupération, une certaine réorganisation qui peut même être complète. Donc il y a pas mal de personnes, évidemment, qui ont eu des accidents vasculaires ou des traumatismes qui récupèrent complètement, où la perte en substance dans le cerveau peut être compensée. Donc ça dépend de l'endroit et de la lésion de la taille, la taille de la lésion, pardon. Et du mécanisme, je voudrais dire, parce que l'angiome caverneux, si on prend cet exemple, il peut saigner et le sang peut se résorber, donc ça peut expliquer l'amélioration. Mais l'angiome caverneux peut aussi causer des crises d'épilepsie, donc qui est un phénomène de sidération transitoire du système, qui une fois que l'épilepsie est traitée, qu'il n'y a plus de crise, le système va mieux. Donc il y a encore beaucoup plus de mécanismes complexes qui peuvent expliquer une certaine amélioration. Donc il y a de l'espoir, hein. Il n'y a pas forcément de lésion et du déficit. Bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Schneider. Je ne sais pas si je prononce correctement. Je suis là. Ah. J'étais étonnée par votre exemple de cette juge de 38 ans qui avait un problème de mémoire, parce que vous étiez apparemment dans un hôpital avec elle, avec une blouse blanche, et elle n'arrivait pas, elle semblait pas influencée par son environnement. J'avais l'impression que de vous voir en blouse blanche, de voir les murs autour d'elle, de voir vraiment l'environnement hospitalier, elle comprenait pas, elle faisait pas le lien entre l'endroit dans lequel elle était et sa manière de les percevoir. Donc comment ça se passe? C'est même pas, sa vision ne peut même pas l'aider? Alors l'idée, c'est ce que je vous ai montré, c'est que cette patiente a des anticipations. Comme je dois aller au tribunal, elle fait tout pour aller au tribunal, elle veut trouver ses dossiers pour faire ça, et elle ne peut pas intégrer, ce n'est pas automatiquement intégré dans sa pensée le fait que rien de ça se passe vraiment. C'est pas, ça, c'est l'idée derrière. Et là, il y a tout un appareil dans le cerveau, dans cette région, donc ces neurones qui déchargent dans l'expérimentation animale quand une attente ne se réalise pas. Au moment où l'animal attend la récompense, rien ne se passe. Et après, l'animal ne va plus agir là-dessus. Et chez l'être humain, ce serait ce signal qui nous permet d'avoir toutes les pensées, toutes les associations libres, mais à tout moment, si notre pensée ne se réfère pas au présent, s'il n'y a pas de corrélat dans la réalité, il y a ce signal. Par ailleurs, il y a un magnifique petit faux souvenir. Elle était juriste, mais vous avez retenu le mot juge, qu'elle a prononcé plusieurs fois. Bonsoir. Vous nous avez parlé de la maladie d'Alzheimer avec ses atteintes cérébrales particulières, ses marqueurs biologiques, etc., des symptômes particuliers. Il y a des études qui ont montré, premièrement, que les marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer n'avaient pas de validité prédictive. Donc on pouvait diagnostiquer une maladie d'Alzheimer sur la seule présence de ces marqueurs, quand bien même il n'y aurait pas de manifestation symptomatique. Il y a aussi des études qui ont montré que les symptômes biologiques
de la maladie d'Alzheimer n'étaient pas spécifiques à cette pathologie, mais qu'ils étaient présents dans d'autres cas de démence ou en tout cas de vieillissement cognitif problématique. Il y a aussi des études qui ont montré que la symptomatologie qu'on appelle typique de la maladie d'Alzheimer finalement se retrouvait dans d'autres cas de démence ou de vieillissement cognitif problématique, et qu'il y avait énormément de comorbidités. Quand on parle de maladie d'Alzheimer, on se rend compte que les personnes atteintes ont aussi énormément d'autres troubles et que c'est rare d'avoir une personne, en l'occurrence une personne âgée, qui a spécifiquement une atteinte de la mémoire épisodique. Et dernièrement, vous nous avez parlé des consultations mémoire avec les tests que vous faites. Et on constate aussi que la plupart du temps, il y a énormément de variables qui vont influencer le score d'une personne à un test de mémoire. Alors finalement, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de maladie d'Alzheimer? Est-ce que vraiment on peut trouver des points biologiques spécifiques, des comportements spécifiques, des atteintes cognitives spécifiques à la maladie d'Alzheimer? C'est un grand débat. On voit que vous avez lu le livre de M. Whitehouse très attentivement. Je ne voulais pas entrer dans ce débat, hein. Mais je pense que c'est une maladie qui existe, mais on fait des raccourcis. Et vous avez énuméré un certain nombre de raccourcis. Vous avez raison pour beaucoup de points. C'est tout à fait juste. Il y a une énorme variabilité, hétérogénéité. Et c'est ce qui fait que notre travail est extrêmement intéressant. C'est qu'on a beaucoup de choses à comprendre, en particulier non seulement les lésions et la plasticité secondaire aux lésions. Bonjour. Je voulais vous demander, je suis spécialiste dans différents styles d'hypnose et effectivement, avec l'hypnose, on peut créer différentes amnésies et autres. Et je voulais savoir s'il y avait eu des études justement en prenant une personne saine, en faisant justement des suggestions post-hypnotiques et créant des amnésies sur différentes mémoires, essayer de voir avec les différents appareils qu'est-ce qui bloque, comment ça bloque et comment justement le cerveau va remettre les choses en place. Est-ce que des études comme ça ont déjà été faites? Vous dites qu'on a une amnésie, mais qui serait induite par hypnose ou autre mécanisme. C'est ça, c'est votre question. Il y a eu des études, oui, ce type d'études existe aussi pour des personnes qui ont une paralysie, mais qui est fonctionnelle, sans vrai substrat. Et typiquement, ce qu'on trouve, c'est les régions qui sont normalement actives pendant la fonction spécifique, en l'occurrence la mémorisation, ou dans d'autres, ou pour une paralysie, que ces régions qui normalement assument cette mission sont hypoactives. Ça, c'est typiquement le cas. Il y a aussi eu des études où on a demandé à des personnes de ne pas retenir des informations. Donc, ils ont quasiment eu l'effort de ne pas faire attention. Et ça, c'est un acte vraiment qui nécessite un effort où on sait que ça active le cerveau frontal plus si on doit ne pas faire attention. Donc, il y a ces deux situations. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y a une relation avec la mémoire, le goût et l'odorat. La mémoire, le goût et l'odorat. Oui, certainement on peut avoir la mémoire pour le goût et l'odorat. Ça, c'est le plus simple, comme pour tous les autres sens. Mais comme par hasard, la représentation corticale de l'odeur, c'est très très proche de cette région que je vous ai montrée. Donc ça, c'est un lien anatomique clairement. Et il y a eu des magnifiques expériences où on a, par exemple, montré à des personnes des images dans un contexte avec une certaine odeur, et pendant leur sommeil, on sait que le sommeil peut aider à stabiliser les souvenirs. Pendant le sommeil, on a juste présenté l'odeur et ça suffit pour encore mieux encoder cette information. Et on a de nouveau eu pendant le sommeil l'activation du cerveau qui était liée à ces images. Donc, c'est une des modalités finalement comme les autres. Il n'y a pas de lien, je crois, beaucoup plus proche que ça.
Juste pour dire que demain soir, cette étude sur le lien entre olfaction et sommeil sera discutée par la professeure Sophie Schwartz, si jamais. Donc, ici. Bonsoir. Alors, j'avais une question. En fait, c'était quels étaient les signes précurseurs de l'Alzheimer et s'il y avait un moyen de prévenir cette maladie, en fait? Les signes précoces. Il n'y a pas de moyen de la prévenir véritablement autrement que d'essayer d'avoir une vie parfaite, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de manger que des légumes, manger de l'huile d'olive, faire de l'exercice physique, rester fit, essayer de ne pas être déprimé, etc. Non, il n'y a malheureusement pas d'autres moyens. Et les signes prémonitoires, eh bien, j'en ai un peu parlé, c'est dans certains cas, hein, des troubles de la mémoire, mais qui sont d'une certaine mémoire, dont on a parlé les deux, qui sont cette mémoire épisodique. Dans la variante la plus classique, mais maintenant on découvre que, et on le sait depuis 30 ans par la neuropsychologie, que la maladie d'Alzheimer a différents visages et différentes facettes, présentations cognitives variables et variées. Question là-bas, oui. Allez-y, oui. Bonsoir. En fait, je me demandais par rapport à tous ces troubles de la mémoire dont vous avez parlé, justement, au cours d'une hospitalisation, par exemple, comment on prend en charge ces personnes, que ce soit sur le plan de la médication ou sur typiquement les soins infirmiers, par exemple? Vous parlez de ce que moi j'ai présenté. Oui. Oui. C'est vraiment très très difficile. Une personne qui est tellement convaincue d'une fausse réalité va tout le temps agir là-dessus. Maintenant, il y a différentes approches. Tout d'abord, nous avons vu que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre une telle personne de la vraie réalité, parce qu'elle sera toujours en conflit avec cette réalité. Donc on accepte cette réalité tant que la personne ne risque pas de se mettre en danger, comme on accepte les fantaisies d'un enfant, par exemple. Ça, c'est une chose. Après, on a vu qu'il y a une théorie sur quels médicaments pourraient être utiles pour ça. C'est en fait les mêmes qu'on utilise pour les psychoses. Et il y a quelques patients qui répondent bien à ce type de médicaments, qui retrouvent plus vite la réalité. Donc on va essayer ça. Une autre approche, c'est qu'on essaie de donner toute la liberté protégée à une telle personne. Chez nous, par exemple, il y a pour ces personnes qui sont dans cette confusion, on a un système qui empêche la personne de juste sortir de l'unité, parce qu'on a peur qu'elle pourrait se mettre en danger. Et finalement, un thérapeute passe avec un tel patient dans la rue pour savoir est-ce que si jamais il se mettrait en danger ou pas. Et sinon, nous sommes nettement plus calmes si la personne disparaît quand même un moment de l'unité. Mais c'est très très difficile pour toute l'unité, pour les personnes infirmières, pour les familles, c'est un énorme stress. Mais heureusement, on peut dire un jour, ça va s'arrêter. Bonsoir, c'est une question pour M. Assal. Vous parliez d'une patiente qui était atteinte d'amnésie globale transitoire et vous parliez d'un corps blanc situé dans l'hippocampe qui disparaît en quelques jours. Et vous disiez qu'il y avait plusieurs hypothèses sur ce point blanc. Vous pourriez en dire un peu plus? Est-ce qu'il s'agit, je ne sais pas, d'un métal lourd ou quelque chose qui... Voilà. On ne connaît pas l'origine de ces petites lésions punctiformes. Il y a eu des hypothèses qui ne tiennent pas complètement la route, d'hyperpression veineuse dans le système veineux, mais finalement on ne sait pas à quoi c'est dû. Ce qu'on sait, c'est que ça régresse, le symptôme régresse, et ces petites lésions régressent, et on peut dans certains cas récidiver, dans moins de 10% des cas, mais ce n'est pas un facteur de risque de développer quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, on va dire... malin, hein, beaucoup plus pathologique, de beaucoup plus grave. C'est non pas une question, mais un témoignage que j'ai à vous proposer. C'est un monsieur malade d'Alzheimer, mais qui était encore capable de bien discuter, à qui on demandait quelle était la pire des choses pour lui. Il a dit ce qui est pire que tout, c'est de trouver chaque soir une femme différente dans mon lit. Certains disent le contraire. Oui, là-bas.
Bonsoir. J'aimerais savoir si la perte de mémoire peut être quelque chose qui est lié au phénomène qu'on appelle la paralysie du sommeil. Et si oui, est-ce que ça se soigne? Merci. La paralysie du sommeil, il y a un phénomène tout à fait physiologique que nous avons tous, heureusement, c'est que dans le sommeil, nous sommes paralysés. Parce qu'il y a des voies dans le cerveau qui inhibent les régions motrices. Et si ça ne fonctionne plus, on a un vrai problème. Si on commence à bouger dans le sommeil, est-ce que vous référez à ce type de paralysie du sommeil? Parce que là, il n'y aurait pas de lien avec le mémoire, non. Une question, ici alors, ici, oui. Bonsoir. J'aimerais savoir si dans le futur, on va pouvoir soigner les gens avec le clonage. C'est un peu loin de la thématique de ce soir. Oui, dans le futur, au 45e siècle. On va prendre encore 2 dernières questions et ensuite, voilà, donc une question là-bas, au fond, oui. Et puis une autre question ici après. Voilà, puis après, ce sera les 2 dernières. Bonsoir. On dit assez souvent que, par exemple, par rapport à la thérapie cognitive comportementale, que nos émotions sont bien liées à nos pensées. Est-ce que c'est aussi valable, cette idée est aussi valable pour les personnes qui ont la trouble mémoire ou la trouble cognitif? C'est clairement le cas. Nous retenons beaucoup mieux les souvenirs, les événements qui étaient émotionnellement importants pour nous. Et on connaît même les structures dans le cerveau qui sont responsables pour cet avantage de l'enregistrement d'un souvenir pertinent, émotionnellement pertinent, oui. Alors, dernière question. Oui, j'aurais voulu savoir si vous prenez en considération ce qui est appelé le deuxième cerveau, c'est-à-dire en fait notre ventre, par rapport spécialement à la maladie d'Alzheimer aussi, où il y avait des articles dans Sciences et Vie, et s'il y a des collaborations des différents spécialistes là-dessus. Est-ce que vous en pensez par rapport à ces liens directs importants? C'est tout un champ de recherche qui s'est ouvert il y a quelques années et maintenant l'estomac explique tout, c'est extraordinaire. Le microbiote explique toutes les maladies neurologiques. C'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Je pense que moi je n'ai pas les outils. Ça va être des outils de génétique et de statistique qui vont permettre de définir ça parce qu'il faut définir le microbiome. Il faut des statisticiens et même des dizaines de statisticiens qui vont essayer de faire des associations extrêmement complexes. Et ce n'est pas les neurologues qui vont répondre à ça.